et qu'il faut s'adapter en fait à tout le monde et qu'on peut pas calquer quelque chose à toutes les personnes qui passent avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Infirmière No Crash Test. Aujourd'hui, c'est Jonathan qui m'accompagne. Et Jonathan, en plus de son travail à côté des petits bouts et de toutes les activités qu'il a en parallèle, lui, son truc, c'est vraiment l'encadrement et l'accompagnement des ESI, donc des étudiants en soins infirmiers. Et comme il fait pas les choses à moitié, je vais le laisser t'en parler. Salut Jonathan. Bonjour. Écoute, super content de te recevoir un petit peu sur ce podcast. Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais te présenter, s'il te plaît, qui tu es, ton parcours? Oui, pas de souci. Donc, Jonathan, j'ai 28 ans. Je suis donc infirmier diplômé d'État depuis 2013. J'ai été formé sur les sites de Montluçon. D'accord. C'est dans l'Allier. Donc, ça fait 6 ans que je suis infirmier. J'ai exercé dans des services de pédiatrie, néonatologie et d'urgence pédiatrique. Et donc, depuis 2 mois, j'ai changé totalement d'univers. C'est que je suis passée aux urgences adultes. Attention, changement radical, parce qu'effectivement, tout dans la pédiatrie et puis après passer sur de l'adulte. Est-ce que c'est la même crainte? Tu sais, souvent, les gens, ils ont un peu la crainte de partir de l'adulte pour arriver chez l'enfant. Est-ce que c'est un peu la même chose de l'autre côté? Eh ben, je dois avouer que oui. Moi, j'étais bien à l'aise avec les enfants. Ouais. Et donc, repasser déjà au gabarit adulte. rien que le gabarit, ça change. Hein. Pour la petite anecdote, mon dernier patient que je me suis occupé en néonatologie pesait 1500 grammes. Mon premier patient que je me suis occupé aux urgences faisait 110 kilos. Bien. Donc le gabarit est différent, le matériel est différent aussi. Hein. Donc et c'est la crainte de toujours cet inconfort quand on passe dans un service qui nous est un petit peu inconnu. Hein. Oui, mais c'est ce qui nous motive aussi. Et pour moi, on a la chance de faire un métier. On a la chance de faire un métier qui fait qu'on peut changer de service et voir de nouvelles choses et apprendre de nouvelles choses tout au long de notre carrière. Et j'ai sauté le pas. Et donc depuis 2 mois, je suis aux urgences et je dois dire que je m'éclate. Et tu t'éclates. C'est surtout ça qui est intéressant. Parce que de toute façon, quand on change de métier, quand on change de service, etc., forcément qu'il y a la période un petit peu stressante, saute dans l'inconnu, quoi. Mais si derrière ça vaut le coup, c'est pas. Oui, après une nouvelle équipe, nouveau fonctionnement, nouveaux patients, nouveau protocole. Après, j'ai la chance de pas changer d'établissement, donc il y a des choses qui restent similaires. Mais voilà, je regrette pas mon changement. Et après, il y a, est-ce que tout ça, ça te laisse du temps pour tes projets à côté, et notamment le gros projet qui fait que je t'ai contacté, que j'ai eu envie de discuter un petit peu avec toi, le site que tu as mis en place, Entraide SI et IDE, donc je mettrai le lien évidemment dans la description, dans les notes du podcast. Ça te laisse un petit peu de temps pour justement continuer à travailler dessus. Déjà, ce site, qu'est-ce que c'est? Alors, ce site, en fait, pour faire simple, j'ai des étudiants en soins infirmiers que j'ai encadrés pendant leur formation, donc quand j'étais en poste en pédiatrie, qui me renvoyaient qu'il y avait quelquefois un manque de communication entre infirmiers et étudiants. Donc, j'ai décidé de créer une page Facebook comme ça pour tenter. Je l'ai créée le 6 août 2015 pour être précis. Très précis. Donc, cette page Entraide ESI IDE. Et en fait, en quelques jours, nous avons réussi à atteindre les 8000 abonnés en moins de 4 jours. Donc, je me suis dit, il y a vraiment de la demande, mais le support Facebook, met à ses limites. Donc, derrière, j'ai fait un site internet, donc lui qui est né en septembre 2015. Ouais. Un site internet qui est là surtout pour proposer des supports pour les étudiants en soins infirmiers, que ce soit des supports de cours, des présentations de lieux de stage. Alors, pas de lieux de stage précisément dans chaque hôpital, mais par exemple un service d'urgence, qu'est-ce qu'on peut voir comme soins, quels sont les professionnels qui interviennent, quelques petits conseils qu'on peut donner, quels médicaments on peut rencontrer. Oui, en fait, c'est ça, se préparer un petit peu sur quoi on va tomber, quoi. Exactement. Et ça permet aussi aux étudiants peut-être de développer leur fameux objectif de stage. Puisque ça aussi, c'était une question récurrente de qu'est-ce que je mets en objectif quand je suis en première, deuxième ou troisième année. Parce que je vais dans un service que je ne connais pas. Et qu'est-ce que je peux voir et donc qu'est-ce que je peux mettre comme objectif derrière. Et ce site, il a eu de plus en plus de visites. Actuellement, on est entre 800 et 1000 visites de jour. Ah oui, qui est quand même pas mal. Ouais, carrément.
Et derrière, pour avoir une reconnaissance un peu plus officielle, donc j'ai recruté un petit peu de monde. Au départ, un cadre de santé, enfin faisant fonction de cadre de santé, qui travaillait dans le même hôpital que moi, à qui j'ai proposé de m'accompagner dans ce projet-là, qui a dit oui. Et puis j'avais lancé un petit recrutement comme ça sur Facebook où j'ai eu quelques candidatures et donc j'ai sélectionné une personne. Et avec ces 2 autres personnes, on a réussi à monter une association, donc de loi 1901. Et ça s'est fait en novembre 2017. Ces personnes sont toujours avec moi dans le bureau, donc j'ai mon secrétaire et la trésorière, et donc moi en tant que président. Au total, ce site est en train de se développer, mais c'est qu'on a tellement d'axes de développement à mener à la fois que des fois on est un petit peu submergé de travail. Submergé de travail. Donc on a recruté aussi 3 autres personnes. Nous avons 3 auteurs en plus, donc ce qui fait qu'au total on est 6 pour faire fonctionner le site, la page Facebook ainsi que le groupe. Donc Entraide SIIDE. Et à chaque fois, vous venez tous de services différents, d'endroits différents, de formations différentes C'est tout à fait ça. Alors, formations différentes, plus ou moins. En fait, sur les 5, sur les 5, en fait, nous sommes sur les 6, pardon, nous sommes 5 à être formés sur la formation donc de 2009 et un formé sur la formation de 1992, la précédente. Et au niveau, nous sommes tous infirmiers et nous avons Julien, donc qui vient d'être diplômé cadre de santé cette année. Allez. On vient un peu tous d'horizons différents, dans le sens où, moi je suis en Auvergne, Julien il est dans le Cher, et puis j'ai d'autres personnes qui sont une dans le Nord, une dans le Sud. Vraiment, on est vraiment donc ça aussi, un c'est petit une peu force, éparpillés sur toute la France. Tous les points de vue. C'est en même temps une force. Ouais, c'est une force mais une faiblesse aussi, parce que on s'est jamais rencontrés en vrai en fin de compte. On ne travaille qu'à distance, on arrive à bien s'entendre à distance, mais on ne s'est jamais rencontrés en vrai. Là où est la force, c'est qu'on a vu des choses différentes, des pratiques différentes, et c'est vraiment en mettant en commun toutes ces pratiques, toutes nos expériences différentes, qu'on peut donner aux étudiants des cours assez complets. Puisqu'on est d'ici différents, bien sûr, on s'inspire de notre formation. On fait des recherches littéraires aussi. On a énormément de livres, puis accès à Internet aussi, pour permettre aux étudiants d'avoir des cours complets, avec une biblio, vraiment des sources, et vraiment des cours, des fiches complètes et adaptées aux étudiants partout où ils soient en fait. Donc ça c'est intéressant, c'est qu'en fait c'est pas juste des avis, tu vois, c'est pas une bande de copains infirmiers qui dit vas-y on va donner des conseils, pas à la va-vite, mais non justement c'est que derrière il y a du taf, il y a certes les points de vue perso, mais qui sont confirmés, qui sont croisés, recroisés. Voilà, donc en fait l'info que vous donnez, elle est vérifiée et surtout elle est utilisable par les étudiants. Oui, c'est ça. En fait on essaie de donner des informations fiables et actualisées. Surtout, on essaie de se baser sur les nouvelles recommandations. Donc, on s'inspire de l'HAS, on s'inspire de la NSM quand il y a des changements au niveau des thérapeutiques. On essaie de prendre des sources fiables déjà, et puis les transposer pour les étudiants en soins infirmiers et pour les infirmiers aussi, parce que moi personnellement dans mon métier. Exactement, moi, dans mon métier, je sais que j'en apprendrai tous les jours et je vais rechercher des informations tous les jours. Et nos cours sont relus, nos fiches, tout est relu. En fait, on fonctionne de la manière suivante, c'est qu'un auteur propose une fiche, la rédige, et les 5 autres relisent, commentent, complètent. Ça veut dire que toutes nos fiches sont au moins relues par 2, 3, voire 4 personnes, voire 5 personnes. Je vous dis pas qu'on relit tout le temps, toutes les fiches de tout le monde, mais on essaie qu'il y ait au moins 3 relectures différentes pour que les phrases soient tout à fait compréhensibles, pour qu'il n'y ait pas trop de fautes d'orthographe non plus, et surtout pour que les informations données soient croisées, fiables et confirmées. Il faut être vachement ouvert à la critique, hein. Ça se passe bien dans le groupe? Ça se passe très bien. Je dis pas qu'il n'y a pas des fois des petites tensions ou des choses en désaccord, mais on arrive à trouver à chaque fois des terrains d'entente. D'ailleurs, on a eu la chance d'être contacté par des éditions pour écrire un livre, qui est sorti donc au mois d'août. Cas cliniques infirmiers corrigés et commandés, 34 cas cliniques infirmiers.
C'est ça, exactement. 34 cas cliniques infirmiers corrigés et commentés. Même chose, il y aura un lien dans les notes du podcast. Donc, qui a été publié aux éditions Lamar, donc qui est sorti officiellement le 15 août, mais disponible le 16. Et ça nous a permis de travailler tous ensemble. On n'a pas tout le temps été d'accord, mais on a été dans la négociation. Et en fait, on a réussi à sortir ce projet qui s'est concrétisé. Et je dois dire qu'on est fiers de l'écrit qu'on a produit. On y a passé énormément de temps. Il faut savoir qu'on a été démarché par les éditions Lamar au mois de septembre l'année dernière. Donc déjà, quand on tu a te fais commencé démarcher la par une rédaction. édition comme l'édition Lamar, spéciale étudiant IFSI, déjà tu sais que ton boulot est quand même d'une certaine qualité. Oui, en fait, on a été démarché par la rédactrice en chef des éditions Lamar et qui avait visité notre site internet. Et sur notre site internet, on avait une petite page qui s'appelait Cas cliniques. Il y avait 2 cas, franchement 2. Il n'y avait pas grand-chose pour elle. Et en fait, elle s'est dit, mais c'est une bonne idée parce que ça, il n'y a pas sur le marché. Il n'y a pas dans les livres. On ne le propose pas aux étudiants. Et donc, elle nous a démarché, on en a longuement discuté. Donc, moi, en tant que président de l'association, j'ai été son contact. J'en ai longuement discuté avec elle. Bien sûr, j'ai fait le relais avec les autres personnes. J'ai proposé, avant d'accepter, à mes collègues pour savoir si tout le monde était partant. Je vais vous dire que le oui était unanime. Et puis, on a commencé la rédaction au mois de novembre pour rendre la totalité des cas au mois de mai, grand maximum. Et puis après, il y a eu toutes les phases de relecture, de correction, voilà. Et puis, ça faisait quand même un peu plus de 200 pages à relire. Oui, et puis ça allait vachement vite en fait. Des choses qu'on avait. Oui. Alors, il faut savoir qu'on y a passé énormément de temps aussi. On y a passé énormément de temps parce que la relecture demande du temps. La confrontation aux bibliographies et aux règles de bonne pratique, surtout, demande du temps aussi, parce que tout ça doit être vérifié. Il ne faut pas oublier que dedans, il y a des conseils. Il y a des conseils pour les étudiants et des petits encarts. Qu'est-ce que je dois retenir ou conseils, point important. Donc tout ça, il faut que ça soit aussi documenté et qu'on donne des informations fiables aux étudiants. Et donc, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps, tout comme les schémas qu'il y a dedans, parce que moi, je suis infirmier, j'ai aucun talent de graphiste, de dessinateur. Mes collègues, c'est un petit peu pareil. Donc, il a fallu qu'on apprenne à dessiner. Donc, ça a été un petit challenge. C'est vos dessins, ça. C'est vos dessins. Ce sont nos dessins. Exactement, ce sont nos dessins. Tous les dessins à l'intérieur, ce sont des choses que nous avons fait nous-mêmes. On est 2 à manipuler une tablette graphique depuis la demande du livre, en fin de compte. Et tout ça. Alors, c'est pour ça qu'ils sont très sommaires, des fois. Je ne regarde pas de la même façon. Moi, c'est très clair, il n'y a pas de problème. Voilà, et donc ça nous a appris aussi à dessiner, à avoir un esprit critique. Donc ça a été bénéfique sur tous les plans, ce livre. Et du coup, toi, vraiment, parce que tu rappelles, toi, tu es infirmier, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre fait par des infirmiers, pour une fois, sur des cas cliniques que tu peux retrouver, alors soit que vous avez déjà retrouvé, soit que vous avez créé, quoi, mais que tu peux retrouver dans ton service, donc ça va être vraiment un entraînement. C'est pas un entraînement pour ton IFSI, c'est un entraînement pour tes stages, c'est un entraînement pour ta vie d'IDE. Si tu es déjà diplômé, ça t'empêche pas de bouquiner ça, notamment si tu changes de service, comme ça tu sais à quoi t'attendre. Oui. Donc c'est ça un peu l'idée en fait. Oui. En fait, on est parti sur un livre qui pouvait s'adresser au plus de monde possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas visé une spécialité en particulier, mais dedans, il y a beaucoup de spécialités. Il y a de la pédiatrie, il y a des urgences, il y a de la médecine, de la médecine interne, de la pneumologie, il y a même de la psychiatrie, il y a du SAMU aussi, du SAMU social, puisque c'est des choses dans lesquelles on peut être amené à intervenir en tant qu'infirmier. De la cancérologie, voilà, il y a vraiment tous les. Alors je dirais pas tous les services parce qu'en 34 cas on peut pas résumer tous les services, mais on cible, on va dire, les services les plus courants dans ce premier volume de cas cliniques. Et puis on a aussi des patients d'âge différents dedans. C'est-à-dire qu'on a des enfants, on a des personnes jeunes, des personnes moins jeunes, des personnes âgées. Et puis ce qu'il y a, c'est que ce sont des cas inspirés de cas vécus pour la plupart, même si de nombreuses informations ont été modifiées du fait du secret professionnel qui doit être conservé. On s'est inspiré de cas que nous avons rencontrés, puisqu'on vient tous
quasiment d'univers différents. De l'hémodialyse, une personne a fait de la salle de réveil pédiatrique et libérale, d'autres personnes sont aux urgences ou de la cardiologie. Moi, j'ai fait de la pédiatrie des urgences. Enfin, j'avais pas fait les urgences encore, mais j'avais un côté aspect urgence, mais urgence pédiatrique. Donc voilà, on a essayé de mettre en commun pas toutes nos situations, mais des situations vécues que nous validions pour savoir si ça pouvait être intéressant ou non. Ouais. Et puis après, on a essayé de les développer. On les a quelquefois un peu embellis, parce que pour cibler, pour avoir plus de questions à poser et surtout plus d'informations à donner derrière. Et puis pour avoir ce livre qui est sorti et qu'on a essayé de faire le plus complet, mais complet dans le sens information. On a essayé de se limiter aussi sur le nombre de pages par cas clinique, parce qu'un cas clinique qui fait 12 pages donne pas forcément envie. C'est ça, ouais, puis on n'a pas donc il y a des cas qui sont assez... Ouais, c'est ça. Il y a des cas qui sont très courts, hein. Ils font une page avec 2-3 questions, vraiment très simples. Et il y en a certains qui vont faire 4, 5, 6 pages. Ils sont pas forcément plus compliqués, mais ils sont plus complets dans la recherche d'informations. Et donc, demande à l'étudiant de travailler encore plus cette posture réflexive qu'on lui demande en stage, c'est-à-dire relier la théorie et la pratique. Vraiment, c'est ce lien que nous, on a essayé de mettre en avant, puisqu'en fait, les étudiants, pour avoir fait la formation de tuteur et en avoir discuté avec mes collègues, ce qui est difficile pour eux, c'est d'appliquer la théorie vue à l'IFSI et la transposer sur la pratique, en fait, et comment ça se passe réellement dans ce service. Ouais, parce que c'est vrai que c'est des fois compliqué quand on arrive en stage, on se dit qu'il y a un sacré décalage entre la théorie de l'IFSI et le stage en effet. Exactement, alors que pourtant les informations sont les mêmes et peut-être données de manière différente. Le fond reste le même, mais la forme est différente ou l'application est différente. Donc, dans tous les cas, les règles de bonne pratique sont conservées. Et tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous êtes infirmier, donc sauf un qui est infirmier aussi, tu me diras qu'il faisait fonction de cadre, qui maintenant rentre à l'école des cadres. Et c'est ça, en fait, là, sur quoi je voudrais rebondir, quand même, c'est un petit peu l'idée que je voudrais véhiculer, c'est que en tant qu'infirmier, tu as énormément de possibilités pour aménager ton travail, en fait. C'est toi qui décides un petit peu de faire ton travail. Certes, tu travailles dans un service hospitalier, mais à côté de ça, tu as réussi à monter ce projet avec d'autres personnes, au début tout seul et après avec d'autres personnes. L'idée, c'est vraiment ça. C'est que infirmier, tu n'es pas enfermé dans ton service, tu n'es pas enfermé vraiment sur une chose unique. Tu peux t'ouvrir à énormément de choses, créer le site, créer le soutien pour les infirmiers, pour les étudiants infirmiers, avec de la légitimité. On n'est pas de simples exécutants, on n'est pas uniquement là pour faire ce qui est sur prescription et puis tais-toi et agis, quoi. Oui. Tu apportes vraiment une plus-value à ton travail, à ton métier, en fait. C'est exactement ça. On n'est pas infirmier que pendant nos 7h30 ou 12 heures de travail. On reste infirmier dans la vie. Alors, certaines personnes, et je l'entends totalement, font leur métier pendant 7h30, 12 heures pendant leur poste et après coupe. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur et l'encadrement me tient beaucoup à cœur. J'ai eu la chance pendant mes études d'avoir les deux versants d'encadrement, c'est-à-dire que j'ai eu le stage où on m'a laissé totalement de côté et où j'ai rien appris, où les stagiaires étaient plus nombreux que l'équipe soignante et donc il y avait eu aucun encadrement, et j'ai pu aussi bénéficier de services essentiellement lors de mon semestre 6, donc de ma dernière année, de services où j'ai été encadrée, mais où j'ai vu ce que c'était vraiment qu'être encadré. Et moi, c'est là-dessus que je voulais insister, c'est là-dessus que j'insiste avec les étudiants en soins infirmiers que j'encadre. Et ça m'a poussé vraiment à créer cette page Facebook, puis ce site, puis l'association et enfin ce livre pour les étudiants. Et en fait, en tant qu'infirmier, on a créé ça. Nous sommes des infirmiers pour les infirmiers et les étudiants en soins infirmiers. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des médecins qui vont écrire pour les infirmiers. Nous sommes c'est vraiment une transmission par les pairs. Vraiment, j'ai le même niveau d'études pour les personnes qui ont le même niveau d'études que moi. Eh ben génial, peut-être tu me retires le même diplôme.
Eh ben, les grands esprits se rencontrent. Donc c'est vraiment à destination. Et je trouve qu'on gagne en légitimité puisque nous formons des étudiants où on va avoir le même diplôme et qui vont être on va être à l'égal en fait. Il n'y aura pas un qui sera supérieur à l'autre et qui sera plus légitime que l'autre. Chacun aura ses légitimités. Et donc le fait, alors je cache pas que ça prend énormément de temps. Ouais, Puisque l'écriture, le site internet, la rédaction des fiches, la réponse aux emails aussi, la réponse aux nombreux messages privés que nous recevons pour des situations individuelles, nous y passons vraiment, enfin, on y passe vraiment beaucoup de temps. Je tiens juste à préciser que c'est à titre bénévole, puisque des fois on nous fait la remarque que nous vendons des livres pour faire un complément de salaire. Donc, je tiens seulement à rappeler que nous sommes à titre bénévole, que l'association nous coûte même de l'argent, puisque il faut payer le site internet, il faut payer le serveur, il faut payer les différents envois que nous faisons, nous avons des frais de fonctionnement. Donc, pour le moment, la trésorerie de l'association fait que nous ne pouvons pas gérer ces dépenses-là. Donc c'est nous, les 3 personnes du bureau, qui subvenons à ces dépenses-là. Donc je tenais juste à le rappeler. Puis quand bien même vous feriez ça pour gagner de l'argent. J'ai envie de te dire, à un moment, quand tu bosses, t'es quand même content d'être payé derrière. Enfin, je veux dire, oui. C'est bon. À un moment, après, on n'est plus des nonnes, quoi. Exactement. Tout travail mérite salaire. Après, moi, que l'argent et l'association, ça va très bien aussi, puisque cet argent-là, nous avons déjà des projets pas des projets à titre personnel pour nous payer des vacances aussi, ceux qui font partie de l'association, bien sûr, mais plus des projets pour peut-être fournir aux étudiants des supports ou des choses utiles. Ouais. Et puis payer le serveur du site internet, puisqu'on a un petit serveur pour le moment, mais plus on va mettre d'informations dessus, il va falloir changer de serveur, donc ça va être des dépenses supplémentaires. Et puis pourquoi pas intervenir. Je vais un petit peu au projet, mais pourquoi pas intervenir sur, par exemple, le salon infirmier l'année prochaine. Ouais, donc ça serait tous les frais de fonctionnement, pour pouvoir être sur le salon infirmier, montrer que nous existons. Parce que nous sommes vraiment des infirmiers pour les infirmiers. On gère pas tout ce qui est publication, actualité. Tout ça, c'est pas notre sort et c'est pas le but qu'on veut donner à notre association. Nous, c'est vraiment fournir des documents pour aider les étudiants et les infirmiers pour les étudiants infirmiers peut-être à mieux vivre leur formation et peut-être donner plus d'informations ou des informations de manière différente pour qu'elles soient comprises, et pour les infirmiers peut-être fournir des supports en disant tiens, aujourd'hui on m'a parlé de ça, je l'ai pas revu pendant ma formation, qu'est-ce que c'est, et donc qu'on vienne une sorte de référence et puis, pour les professionnels et les professionnels en devenir. Et puis quelque chose où tu as accès assez vite, parce que c'est vrai qu'aller chercher une info, c'est pas très compliqué en soi, mais des fois quand tu as des livres trop complets, même si c'est très intéressant au niveau culture, au niveau etc., même si... Et ça peut être rapidement barbant. Bah oui, et puis même à un moment, si tu as besoin d'une information rapide, si tu es en service et que tu sais que dans 2 heures, tu as quelque chose, tu as un cas que tu connais pas, que machin, bah, tu peux regarder ta fiche, ça prend vraiment pas longtemps, ça te permet de réviser, ça te permet d'apprendre, de gérer l'urgence, on va dire. Exactement, et puis après, pousser un peu plus les recherches derrière. Ouais, exactement. Ça, c'est vachement intéressant. D'accord. Cool, c'est que j'ai compris l'idée. Mais c'est bien, c'est que j'ai été clair. Là, on va se recentrer un petit peu sur toi. Je voulais savoir un petit peu, j'aime bien terminer par ce genre de questions. Je voulais savoir un petit peu, est-ce que toi, depuis que tu es rentré à l'école d'infirmier, en institut de formation, pardon, pas l'école, depuis l'IFSI ou alors quand tu as été diplômé, est-ce que tu as un épisode qui t'a vraiment marqué, en bien, en moins bien, si possible, quelque chose de positif, mais après, quelque chose qui t'a vraiment marqué, qui te reste encore en tête aujourd'hui? C'est pas facile comme question, ça, en fait, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui sont marquantes dans notre métier. On croise tellement de personnes différentes, de situations. Pourquoi sélectionner celle-là? Eh ben, ça va être en lien toujours avec l'encadrement. C'est que dès que j'ai été diplômée, donc en 2013, dès novembre 2013, donc après 4 mois de DE, j'ai dû encadrer une étudiante en soins infirmiers sur de la pédiatrie. Donc j'avais très peu d'expérience, mais j'aime bien transmettre et j'aime bien encadrer. Et en fait, ça s'est très mal passé. Alors ça s'est très mal passé. Alors je me suis beaucoup remis en question, mais bon, l'étudiante un peu moins malheureusement. Mais une phrase m'a marquée, c'est que l'étudiante m'a dit que j'étais trop pointilleux dans l'encadrement.
Ah. Donc c'est quelque chose qui m'a un peu marqué et qui m'a peut-être fait changer de comportement. Je suis toujours aussi pointilleux, mais peut-être d'une manière différente. Donc c'est vrai que ça a été un épisode marquant pour moi, Ouais. puisqu'il a fallu que je me remette en question et qu'il faut s'adapter en fait à tout le monde et qu'on peut pas calquer quelque chose à toutes les personnes qui passent avec nous. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça, en fait, c'est l'encadrement, c'est pas faire un mini toi, c'est aider l'autre à se créer, Exactement, quoi. c'est pas, je veux pas que l'autre devienne moi. On a chacun nos compétences, chacun notre état d'esprit, chacun notre caractère, mais derrière, il faut qu'on soit tous compétents. Donc, c'est d'ailleurs d'où les fameuses compétences du portfolio, hein. On en a bien parlé. Moi, si l'étudiant est compétent, mais en ayant un comportement totalement différent, bon, respectueux bien sûr, mais totalement C'est sa différent, propre mais qui est personnalité, compétent. machin, ouais. Exactement, chacun est différent et du moment que la personne soit compétente, il fasse son travail de manière correcte et adaptée, et ben ça passera. Bah, nickel, ça c'est nickel. Est-ce que il y a eu un moment, tu sais, on parle souvent du déclic. À un moment, on s'est dit, ça y est, là je suis infirmier, ou là je suis infirmière. Est-ce que tu l'as eu ce déclic? Est-ce que tu te souviens vraiment d'un moment particulier où tu t'es senti, ça y est, pro? Alors, en deux étapes, je dirais. Le premier antibiotique que j'ai préparé en tant qu'infirmière en pédiatrie, je suis allée voir ma collègue et je lui ai dit, est-ce que tu peux vérifier mon calcul de dose? Ouais. Est-ce que c'est bon ce que j'ai fait? Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais tu sais, tu n'as plus besoin de me demander. Si tu as ton diplôme, c'est que tu es apte à le faire normalement. Donc ça, c'était la première étape qui m'a dit, ah oui, ça y est, Ça y est, je j'ai suis passé le grand. cap. Ça y est, je suis grand, j'ai plus besoin de demander, mais je suis pas assez sûre de moi quand même. Et en fait, la pédiatrie m'a permis de prendre conscience de toutes les responsabilités et dans le sens où j'ai fait de l'oncologie pédiatrique et les gens ne savent pas si on est nouvellement diplômé, si on est infirmier depuis longtemps, ne connaissent pas notre parcours et en fait c'était sur ces situations de cancérologie pédiatrique où c'est des situations au long terme puisque les enfants qui venaient en hôpital de jour 1, 2, 3 fois par semaine et où les gens s'adressent directement à toi comme à un professionnel de santé. Et c'est vraiment à ce moment-là où on se dit, ah oui, mais ça y est, là tout de suite, je suis infirmier, j'ai toujours besoin de quelqu'un parce que des fois, on a toujours des questions ou des doutes et il faut les confirmer avant de faire des bêtises. Mais si je sais faire le soin, c'est vrai que c'est bon quoi. En fait, je peux y aller. J'ai pas besoin d'attendre que l'infirmier soit disponible pour venir avec moi. C'est vraiment moi l'infirmier. C'est vrai. Voilà. Et ces situations au long terme qui font que, voilà. Je pense que le diplôme d'État ne fait de nous des infirmiers officiellement, mais je pense qu'il faut quelques mois avant de se dire et d'être à l'aise. Il faut plutôt à l'aise dans ses baskets en se disant ouais, ça y est, en fait je suis grand. Ouais, puis quelqu'un de J'ai trop à fini l'aise la tout de suite, au formation quoi. contraire, c'est pas forcément rassurant. Quelqu'un qui va être trop sûr de lui dès ses premiers jours. Alors soit il a eu un parcours exceptionnel et il a eu la chance de faire des stages dans des services on va dire très actif où il y a de nombreux soins, où le relationnel est présent. Mais la plupart des étudiants ont un parcours de stage où ils rencontrent la plupart du temps des personnes âgées. On apprend énormément de choses, mais niveau technique, par exemple sur la pose de cathéter, c'est pas là où on va voir le plus. Il y a des petites choses comme ça. Donc la plupart des étudiants sont encore hésitants en fin de 3e année. Donc ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il faut une expérience de quelques mois avant d'être plutôt à l'aise dans un service. Et quand on change de service, ça fait exactement la même chose. C'est-à-dire que les premiers jours, on n'est pas très très à l'aise dans ses baskets et puis on va tout demander à l'infirmier qui est avec nous ou qui nous encadre. On reprend un peu son rôle d'étudiant. On fait un retour en arrière qui est plus ou moins facile à accepter selon les personnes, je pense. Ouais. Mais c'est un petit retour en arrière, mais qui est pas désagréable parce que être encadré, c'est quand même sympa. Et voilà, être encadré, c'est des échanges, puisque on apprend autant de l'autre, on apprend autant de celui qu'on encadre que de celui qui est encadré, quoi. Enfin, c'est vraiment des échanges.
C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée aux urgences, on m'a posé énormément de questions sur la pédiatrie, parce que c'est quelque chose qui fait peur. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose. Enfin, pour tous ceux qui n'ont pas bossé en pédiatrie, genre, moi par exemple, j'ai jamais fait de pédiatrie. Je sais Exactement, que c'est le quelque jour chose. où j'arrive, pas de sort. C'est une grande appréhension. Alors que moi, mon appréhension, c'était de travailler avec des adultes. Ça, c'est marrant. Et voilà, donc on a appris à s'apprivoiser tranquillement. Enfin, je suis encore dans la période d'intégration, parce qu'on s'intègre pas comme ça dans une équipe non plus. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est important. Après, je pense qu'il faut que les étudiants comprennent aussi que tout ce qu'ils peuvent voir en stage, il faut qu'ils le voient, il faut qu'ils sautent sur l'occasion, même s'ils veulent pas pratiquer, il faut qu'ils le fassent, parce que ils auront peut-être pas l'occasion de recroiser ce soin-là dans un autre stage. Et ça, on a du mal des fois encore à véhiculer cette idée que non, la première année, on ne doit pas tourner qu'avec des aides-soignants parce que ça donne l'équivalence aide-soignante. Je sais que notre métier, à la base, c'est les soins de confort, les soins d'hygiène. Mais peut-être que la pose de sonde à demeure, l'étudiant, il va l'avoir peut-être que sur son premier stage en première année et que tout le reste de son cursus, il ne le verra pas. Il ne faut pas oublier que ce sont les étudiants qui demain vont nous soigner nous. Et donc moi, je veux un étudiant, c'est peut-être égoïste, mais je veux un étudiant qui soit qui ait au moins vu ce geste et qui l'ait peut-être pratiqué, plutôt que quelqu'un qui découvre et qui vienne essayer sur moi. Oui, c'est sûr que dit comme ça, je pense que tout le monde va être d'accord. Ouais. Après, il faut C'est ça. réussir à Alors, faire changer le travail des soins d'hygiène et de confort, il faut le faire. C'est la base de tous nos soins. Mais s'il y a des soins qui sortent de l'ordinaire, il faut les voir, il faut les faire, même si des fois on a peur, rien que de voir ou d'essayer de faire. Parce que l'échec, la plupart des étudiants arrivent en troisième année sans avoir posé un cathéter. J'en ai encore un il n'y a pas longtemps qui avait l'appréhension. Et en fait, on lui a montré le premier. Ouais. Et au deuxième, j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux faire? Je reste avec toi. Est-ce que tu veux faire? Et il a fait sa pose de cathé très bien. Et puis le suivant, je lui ai reproposé et je lui ai encore reproposé. Et en fait, il a posé 4 cathéters. Ça paraît rien peut-être pour un infirmier de poser 4 cathéters dans sa journée, mais pour les étudiants, le cathé reste le geste symbolique de l'infirmier. Prise de sang et pose de cathéter, c'est le geste qui fait peur à tous les étudiants en soins infirmiers de louper le cathé. Et il m'a dit oui, mais si je rate, je lui ai dit écoute, moi je suis infirmier et ça m'arrive de louper. Ça m'arrive de louper. Et donc, tout ce qui doit être vu, je pense que les étudiants, les étudiants et puis les professionnels de santé, il faut montrer un maximum de choses aux étudiants. Et puis surtout, il faut les accompagner. Et c'est du quotidien. C'est du quotidien. D'ailleurs, la formation de tutorat infirmier nous décrit bien que le tuteur doit être pas le principal encadrant, au contraire, mais doit être la personne relais entre l'étudiant, le professionnel de proximité, le cadre de santé en tant que maître de stage. Vraiment, et que l'étudiant, s'il a la chance de pouvoir poser un cathé sur sa deuxième semaine de stage du premier semestre, il faut lui montrer. Ouais. Il faut lui montrer, au moins lui montrer, et c'est comme ça que nous formerons des professionnels compétents qui savent faire des choses, parce qu'on leur reproche de savoir rien faire, mais si on leur reproche de savoir rien faire, c'est est-ce qu'on leur a montré? Oui, complètement. Est-ce qu'on leur a laissé leur chance? C'est ça derrière qu'il faut voir. Parce que si les étudiants ne savent pas faire, pourquoi? Est-ce que c'est l'étudiant qui ne veut pas le faire? Ça, c'est possible. Est-ce que c'est l'étudiant qui n'a pas voulu le faire? Parce que des boulets, il y en a partout. Il y en a chez les étudiants, il y en a chez les infirmiers. Donc, il y en a certains qui n'ont pas voulu ou qui en avaient rien à faire à ce moment-là. Mais est-ce que l'infirmier aussi, est-ce qu'il a voulu montrer, est-ce qu'il a dit viens avec moi, je vais te montrer? C'est vraiment un accompagnement au quotidien. Et si l'étudiant ne sait pas faire, il faut se poser la question de pourquoi. Est-ce que ça vient d'étudiants ou est-ce que ça vient des infirmiers? Il faut aussi savoir se remettre en question nous, parce qu'on leur demande de le faire, mais je pense que nous aussi, il faudrait qu'on soit capable de le faire. Et est-ce que nous avons été assez disponibles pour eux? Parce qu'il y a la disponibilité du soignant aussi qui joue beaucoup. Je pense que tu as plus ou moins répondu déjà, mais pour la dernière question, en quelques mots, du coup, est-ce que tu as un conseil pour les étudiants ou pour les jeunes diplômés là, qui sortent de ça, ou même pour les diplômés qui ont un peu plus de bouteilles, un conseil un peu à tout le monde que tu pourrais résumer en quelques mots? Ouais, je vais rester sur l'encadrement parce que c'est vraiment mon cheval de bataille. C'est comme j'ai dit tout de suite, c'est
lancez-vous. S'il y a des soins, faites-les, allez les voir. Provoquer les occasions. Je dis pas de pousser les gens pour leur faire mal, hein, mais si vous savez qu'il va y avoir un soin dans une chambre, et ben demandez à y aller. Et puis en tant que professionnel, il faut qu'on accompagne les étudiants au quotidien. Il faut leur laisser leur chance. Il faut pas qu'on leur demande d'être compétents autant que nous. Ils ont en troisième année, ils sont censés être compétents. Il faut pas oublier qu'ils n'ont pas la même expérience que nous. Compétences et expérience sont deux choses différentes. Donc, on ne peut pas leur demander ce que nous, on fait ce qu'on fait, parce qu'on a une expérience de 5, 10, 15 ans derrière. Il ne faut pas oublier qu'ils sont nouvellement diplômés. Et donc voilà, faut y aller, quoi. Et l'échec fait partie de la formation. On va rester sur l'idée de la bienveillance, en fait, vraiment. De la bienveillance, de l'accompagnement, c'est comme ça que pour moi, c'est comme ça que nous pourrons former des personnes compétentes. Écoute, c'est top. Qui acquerront de l'expérience. Yes, c'est cool. Écoute, Jonathan, je te remercie d'avoir participé. Vraiment, merci pour tes conseils, le boulot que tu as pu fournir un petit peu en plus de ton job infirmier. Merci à toi. Yes, je te remercie. Merci à toi aussi. Et puis écoute, on se retrouve rapidement, on en reparle prochainement. Ciao. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, avant que tu partes, je vais avoir besoin de toi pour 2 choses. La première, laisse-moi un commentaire, explique-moi un petit peu si le podcast te convient, ce que tu y retrouves ou ce que tu aimerais y retrouver. Et puis dis-moi, est-ce que toi aussi tu es impliqué dans le monde associatif? Est-ce que toi aussi tu as décidé un jour ou peut-être dans le futur de t'impliquer à l'étranger? Et puis pour faire vivre le podcast, n'hésite pas, abonne-toi bien évidemment. Fais-le découvrir autour de toi, ta famille, tes amis, tes collègues. Et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain podcast. Ciao.